de 1961. Ça, c'est pour Laurence. Quelle note? Alors, les Jaguars, ça a toujours été... Ça a toujours été super bien. C'est pas vrai. Hein. Alors, Jaguar, c'est une marque... Jaguar, c'est une marque qui existe depuis très très longtemps. Hein, d'ailleurs, à l'époque, au début, ça ne s'appelait pas Jaguar. Ça s'appelait comment? Il y avait un modèle qui s'appelait SS600. Et SS, après la guerre, c'était assez mal. Le nom s'est transformé en Jaguar. Jaguar, c'était un modèle, ça correspondait à un modèle de la marque. Et c'est devenu le nom de la marque. Voilà, pour faire court. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, après la guerre, Jaguar se développe avec des voitures de luxe, des voitures sportives. Ils vont s'attaquer aux 24 heures du Mans. Ils vont s'attaquer aux 24 heures du Mans. Dans les années 50, ça va être plusieurs victoires. Alors, j'ai pas les dates en tête, notamment contre Mercedes, contre Ferrari et de nombreuses victoires Jaguar. Ils vont développer les freins à disque avec Dunlop, hein, être les premiers à les utiliser en course, et ce qui les fera gagner. On va te donner un micro, ça sera mieux. Alors tu parles bien fort parce que c'est une faible. Comme quoi, c'est une voiture sur laquelle il y avait 4 freins à disque effectivement dès l'origine, et pour prévenir les voitures qui suivaient, il y a un petit sigle en arrière qui prévient qu'il y a des freins à disque, juste au-dessus juste au pare-choc. Alors, ici. Ah d'accord, c'est ce petit triangle que ça freinait un petit peu plus fort que les autres. Break. Et ça c'était pour prévenir que la voiture était équipée de freins à disque et que ça freinait fort. Un petit peu plus que les autres, on va dire. Un peu plus que les autres. C'était une grosse avancée, hein, les freins à disque en course déjà, et après sur les voitures de tourisme. Alors la Jaguar, on va revenir à ce modèle-là, la Jaguar MK2. Elle a été précédée d'un autre modèle, la MK1. La MK1 qui est un petit peu différente de par la carrosserie, sinon au niveau motorisation c'était les mêmes. Présentation quelle année? MK1, 57 par là. Je crois que ce modèle-là est apparu en 59, oui. Ouais. Alors, la MK1 était déjà une très très belle voiture, très bien finie, mais un peu pataude dans les lignes. Hein. Et avec la MK2, franchement, ils ont retouché la voiture et la MK2, il n'y a pas photo. Quand on met la MK1 et la MK2 à côté, la MK2 est d'un style beaucoup plus léger, beaucoup plus élancé. Pourquoi notamment? Au niveau des montants de pavillons avant et arrière. Ils sont beaucoup plus fins et ils sont beaucoup plus gros sur une MK1. Alors la MK2, elle va avoir tout de suite un gros succès. D'abord parce qu'elle a une ligne très très bien dessinée, comme on l'a dit. C'est une voiture anglaise, à l'époque les voitures anglaises sont très très bien finies. Elle est équipée de freins à disque et il y a plusieurs motorisations. Alors, il y a 3 motorisations dessus, il y avait, alors les 3 étaient des 6 cylindres en ligne. Le fameux XK, le fameux XK, tout à fait. Voilà. Avec 3 cylindrées, un 2 litres 4, un 3 le 3 litres 4 qui est le modèle milieu, comme celle-ci, qui fait 210 chevaux. Et puis le 3 litres 8 qui était le moteur noble, qui faisait 220 chevaux. Le 3 litres 8 qui est vraiment en haut de la gamme et qui est sans doute la plus recherchée des MK2. Voilà. On peut en parler aussi, à côté, en marge de Jaguar, à un moment, il rachète la marque Daimler. Alors Daimler reprend effectivement, fait évoluer le moteur et simplifie beaucoup l'intérieur de la voiture pour en faire une voiture un peu plus grand public. C'est la même carrosserie. La structure est la même. Par contre, la mécanique, elle est différente, c'est un moteur Daimler. C'est un quoi? C'est un 6 cylindres aussi. C'est un V6. Oui, voilà. C'est un V6. Alors là, on a un 6 cylindres de barbe en ligne. Voilà. Et là, la Daimler, on va détailler ce moteur, le fameux XK que tous les inconditionnels connaissent. C'est pas chaud ce matin. Hein. Ça... On va... Voilà, ce fameux XK qui a fait la renommée, la gloire de Jaguar à l'époque. Hein, c'est ces moteurs, c'est cette base-là qui a couru au Mans et qui a remporté de nombreuses victoires et qui a ensuite été montée dans les voitures de série. Donc un double arbre, on voit les deux arbres ici, avec une chaîne, un gros moteur très lourd, très lourd, très gros, qui prend énormément de place dans la voiture.
Pour le sortir, on met du temps. Il faut une grosse chaîne. Une grosse chaîne. Alors on a parlé du moteur, mais on n'a pas parlé de la boîte. C'est le point faible de la voiture, c'est la boîte. Parce qu'au début, on est équipé avec une boîte MOS, la fameuse boîte MOS, qui est très lente, qui est très rétive et qui n'est pas vraiment agréable à utiliser. Viendra après une boîte avec des rapports synchronisés beaucoup plus fiables et beaucoup plus pratiques à utiliser. Alors cette voiture-là est équipée de la boîte MOS. C'est encore une boîte MOS, parce que la voiture elle est de 61, une des premières. Et le K2, quelle année est le K2? 59 jusqu'en 67, je crois. D'accord. Et donc celle-là était pas équipée de la boîte MOS parce que la... Non, elle a une boîte MOS. Voilà. Parce que la boîte de Jaguar va arriver, je crois, en 63. Si quelqu'un la date, en 63, 64. Alors la boîte MOS, c'est pas trop exactement bien. la même. 61, la même, exactement. Et ensuite, il faut savoir où sont les vitesses. Double débrayage? Pas obligatoire. Pas obligatoire. D'avoir un coup de main. Monsieur est un fan. Il y en a une dans son garage. Et son moteur il est bleu, mon moteur il est vert. Ouais, alors il y a une couleur pour les moteurs, je sais pas. Non. Peut-être le moteur refait, peut-être? Ou échange standard? Non. Non, je sais pas. Personne ne sait. Bon, moi je sais pas. Mon moteur est vert. Il est vert le tien? Ouais. Bon. C'est un moteur bio, c'est pour ça. Bon, allez, on va passer à l'habitacle. Alors l'habitacle sur une Jaguar, hein, c'est une des parties nobles de la voiture, avec le moteur quand même, comme je le disais. Regardez cet intérieur. Alors il est dans son jus. Hein, alors tu l'as pas nettoyé, c'est sûr, mais c'est pas grave. Nettoyé parce que j'ai eu un accident avec lundi. Alors c'est vrai qu'il faut le dire, la voiture, on peut le dire, elle n'est pas présentable. Est-ce que tu as eu un accrochage ou une petite sortie de route lundi? Et il y a des stigmates à l'avant, on voit très bien au niveau du pare-choc. Et donc, tu pensais pas qu'on allait la présenter aujourd'hui? Ah non, ça je m'y attendais pas Mais du tout. bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Un peu avec le temps qu'il a fait, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir une voiture propre. Donc on a un intérieur avec un beau tableau de bord en bois. Je sais pas quelle essence de bois. Alors c'est de la rose de noyer plaquée sur de l'acajou. Sur de l'acajou. On va ouvrir de l'autre côté pour que les gens voient bien. Regardez, un intérieur cuir. Tout à fait. Celui-ci dans son jus d'origine, il va D'origine, il est un peu fatigué pour le siège conducteur. Voilà, mais il est d'époque. La fameuse boîte MOS avec son levier. Et toute une rangée de manos qui indiquent des choses essentielles pour pas qu'on tombe en panne trop souvent avec, voilà. Avec un manomètre. Si tu permets, je vais me mettre au volant. On va détailler le tableau de bord. Tu me permets? Oui. Très bien. Alors déjà, première chose assez étonnante, quand on monte, on voit ce frein à main qui est vraiment sur le côté. Hein, il n'est pas au milieu comme la plupart des voitures, il est sur le côté. Voilà. Eh ben dis donc, hein, on est... Waouh, c'est un salon. J'ai l'impression d'être chez ma grand-mère. Elle avait des canapés très moelleux comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'on est bien. Alors, on a un overdrive. Tout à fait, l'overdrive en fait c'est la cinquième, il y a une boîte mécanique à 4 vitesses et puis il y a une 5e vitesse électrique. Sur le quatrième, le troisième et quatrième rapport. Juste sur le 4e rapport. Juste seulement sur le quatrième, pas sur le troisième. Pas sur le 3e. D'accord. Et donc c'est une vitesse qui se passe sans débrayer, on n'est pas obligé de débrayer du tout. Et on passe de la 4e à la 5e vitesse simplement avec un Alors on fait comment levier. Quand on roule, on est en 4e. Sur la droite, il y a un petit levier ici, là. On l'abaisse, on passe en 5e, on le remonte, on passe en 4e. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est tout simple. Voilà. Et là, on fait baisser le tour. On fait les tours minutes du moteur, et puis, ce qui permet de consommer moins. Voilà, on branche directement sur l'arbre. D'accord. Et donc on tourne à 2000-2500 tours minutes à 90 km/h. Ce qui est appréciable quand même au niveau de la consommation. Parce que la consommation sur ce type de véhicule, c'est assez élevé. Alors c'est une voiture en roulant tranquille, on tourne à peu près à 12-13 litres au 100 km. Tranquille. Tranquille. Et dès qu'on a le pied un peu plus lourd là, on monte à peu près à 20 litres au 100. 20 litres, ouais, là, mais on est dans une autre époque, il faut rappeler qu'on est en 61. Voilà, donc l'essence elle est pas chère à l'époque. Elle est pas chère. Elle est pas chère. On a une voiture qui est assez bien finie, comme je le disais au niveau du tableau de bord, au niveau du ciel de toit, je sais pas en quoi c'est. C'est de feutre. Une petite feutrine qui est tendue sur des arceaux. Voilà. Par contre, je remarque quand même quelque chose d'un peu bizarre quand même. Là, tu as un pare-soleil, logique, mais madame ou monsieur, il n'y en a pas pour une voiture de luxe quand même. Alors,
C'est une erreur de reconstruction puisque je n'ai toujours pas pris le temps de remettre le deuxième. Ah, il existe bien quand même, rassure-moi. On retrouve du bois un peu partout, hein. Regarde ici, au niveau des entourages de portes, de pare-brise, on retrouve du bois partout, à l'arrière pareil, du bois également. Ah, franchement, c'est une voiture, comme je disais, de luxe, avec un autoradio d'époque, je suppose. Tout à fait. Hein, bien encastré. Et franchement, on se sent, déjà, sans rouler, on se sent bien. On est pas mal. Donc je suppose que quand on roule là, avec quelqu'un à côté de soi, bah, c'est très agréable. C'est une conduite tranquille. La conduite, elle est moelleuse, elle est onctueuse. Très onctueuse, très souple. Il y a énormément de couple, donc ça permet de rouler normalement. Et c'est une voiture qu'il ne faut pas faire le fou avec. Faut pas faire le fou. Parce que tu parlais du train arrière. Donc le train arrière, il est assez rudimentaire. C'est un peu rigide. C'est un peu rigide. On fera mieux après, notamment. Là, c'est encore quelque chose d'archaïque. C'est très archaïque. Très archaïque. C'est une voiture qui flotte de l'arrière. On a des jantes à rayons que tous les modèles Jaguar n'ont pas. C'est une option, je pense. C'était réservé au 3 litres 4 et au 3 litres 8. Et je me rappelle que sur la MK1, d'ailleurs, il y avait des flaps qui recouvraient les roues en tôle. Dès qu'on voulait monter les roues à rayon, il fallait échancrer, le flap échancré. Voilà. On a un coffre, bien sûr. Alors toutes les Jaguars sont notées ici, 3 litres 4, 3 litres 8 ou 2 litres 4 pour certains modèles. Donc le coffre, qui est assez quand même vaste. Hein? Oh bah si, quand même. Il ne faut pas voyager avec ma chérie. Ça dépend de la femme que vous avez à côté de vous, mais moi je considère qu'il est vaste. Moi j'ai vu des coffres. La roue de secours, je ne sais pas si elle est en dessous. Elle est en dessous. Ici la roue est là. Ah d'accord, il y a un emplacement pour la roue de secours, donc c'est bien encastré, ça libère de la place. Et le réservoir doit se trouver ici. Le réservoir, il est en dessous. Là. Il est en dessous aussi. Il est sur le côté. Ah, il est là. Il est à côté de la roue de secours. D'accord. Hein, chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, parce qu'en cas de chose, les réservoirs sont emboutis. Il y avait quelque chose là, c'est bon. Il y avait une petite plaque quand je l'avais acheté et que j'ai simplement rebouché les trous. D'accord. En option, vous pouvez aussi avoir des toits ouvrants. Je me rappelle avoir vu des K2 avec des toits ouvrants. En 61, il y avait plein d'options. Il y avait des toits ouvrants sous rigides. Il y avait des vitres électriques. Des vitres électriques. Exactement. Il y avait donc une boîte automatique. Oui. Il y avait également une climatisation d'option. D'accord. Parce qu'à l'époque, c'était pas très courant. Les vitres électriques aussi, c'était au début. Hein. Les Américains avaient déjà beaucoup commencé à avoir des véhicules bien équipés. Mais en Europe, c'était encore timide hein, sur les voitures de luxe. Alors cette voiture-là, tu l'as depuis combien de temps? Alors c'est une voiture que j'ai depuis, on va dire, une bonne quinzaine d'années, que j'ai acheté dans un état bien avancé, que j'ai complètement démonté. Entièrement démonté? Entièrement démonté dans mon garage. C'était quoi au départ? Une épave roulante? Non, elle roulait. On l'avait ramenée sur ses roues, mais il y avait vraiment, ça faisait au moins une dizaine d'années qu'elle n'avait pas roulé. Donc je l'ai entièrement désossé, démonté, carrosserie, tout a été démonté, je l'ai fait sabler, je l'ai fait repeindre, je l'ai entièrement reconstruit. Il y a 15 ans ça? Ouais, il y a à peu près une quinzaine d'années. Ouais. J'ai refait tout le faisceau électrique, on a refait 2 fois le moteur qui a cassé. Ah bon? Oui. Le moteur est fiable pourtant sur les XK, non? Ouais, mais bon, il y a quelques problèmes de pression d'huile avec cette voiture, chronique. Et là, elle roule de façon un peu plus sérieuse depuis, on va dire, une petite année. D'accord. C'est une voiture, tu fais beaucoup de kilomètres avec, tu roules beaucoup? C'est une voiture avec laquelle je fais environ 4 à 5 000 km par an. Ah quand même. Donc tu roules avec? Tu roules avec. D'accord. Laurence, je ne sais pas si elle est là. 1961, on va remettre la voiture dans son contexte d'époque, comme on fait régulièrement ici. Voilà, en 1961, il se passe quoi en 1961? C'est ça qui était né en 61? Moi, oui. Non, personne d'autre? Il y en a d'autres. Ah voilà, il y a des gens qui étaient nés en 61. Alors ma petite Laurence, il se passait quoi? Alors en 61, c'était le premier homme dans l'espace. Ah, c'était un soviétique. Voilà. À l'époque. Le lancement du France. Le lancement du paquebot
du paquebot France également, un beau paquebot. Hein, à l'époque, c'était vraiment, ça représentait la France, exactement. Et on parle souvent de décès, là pour une fois je vais vous parler de naissance. Ah. Naissance d'une certaine Mylène Gauthier. Qui c'est Mylène Gauthier? Mylène Gauthier. Farmer. Mylène Farmer, tout à fait. Voilà, son nom de Elle est née en scène septembre. c'est Mylène Farmer. Elle est née en 1961. Et en septembre. Voilà, pour quelques grandes dates de l'année 61. Vous avez peut-être des questions sur cette voiture, vous voulez peut-être en savoir plus? Des questions au propriétaire qui est avec moi? Est-ce que vous avez des questions sur cette voiture? Personne? Un feu. Voilà, le petit feu de recul que j'ai pas précisé, qui est intégré dans le chrome de plaque. Voilà. Même comment on va ton laisser prénom repartir en le remerciant. Sacha Voir, qui Moi, est dans son but. je voudrais remercier Mathis qui est là, parce qu'il était accompagné de sa famille à la traversée de Rennes dimanche dernier, et ils sont revenus nous voir aujourd'hui, donc voilà, c'est sympa. Ah, ça te plaît? Ouais. Bon, une très belle voiture. Hein. Pour la petite histoire, elle était inscrite à la traversée de Rennes et en montant à Rennes, C'est vrai. Ah, bah ça c'est malheureux. Donc cette voiture devait participer à la traversée de Rennes, elle est tombée en panne. Donc sur le chemin de... Bon, bah c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. On va laisser se regarder là-bas. Hein, Je refais un appel pour le propriétaire de la Porsche et de la Rolls, s'il vous plaît, si vous voulez vous avancer. Hein, vous préparez derrière la Fiat. Hein, le propriétaire de la